me voilà à Orléans pour ce village de clôture, aujourd'hui, 9 juin. Donc la low-tech, j'en parlais à l'instant avec la députée Caroline Janvier. Qu'est-ce que la low-tech? Donc pas grand monde sait ce qu'est la low-tech. J'imagine qu'ici, dans le public de ce début de village, un petit peu plus, mais ça interroge nos usages du numérique. Est-ce que le numérique est un puits sans fond pour l'énergie, pour les ressources, ou est-ce qu'on peut avoir un autre chemin? Quels enjeux? Voilà, on va en parler avec notre invité. Avec votre invité. Bon débat et à tout à l'heure. Merci. Donc, je souhaite la bienvenue à Camille Justo-Morellet. Bonjour. Bonjour Stéphane. Donc Camille Justo-Morellet est cofondatrice et présidente de l'association Low-Tech Touraine. Il n'y a pas encore d'antenne à Orléans, mais ça ne saurait tarder. Alors, comme je le disais, le Low-Tech, c'est un mouvement qui se généralise, qui se diffuse par la base. Oui, effectivement, le Low-Tech, ça a émergé de l'association Low-Tech Lab, qui est basée plutôt à Concarneau à l'origine, et dont la mission principale, c'est d'aller documenter, d'aller chercher, de documenter ce que sont les low-tech en termes de technologie et ce qu'est la démarche low-tech. Et puis ça s'est généralisé en France et un petit peu autour aussi, par des communautés qui se sont montées petit à petit dans différentes villes. Donc la mienne est basée à Tours, et là c'est un mouvement collectif dans chacune des villes où là on travaille sur faire de la low-tech, sensibiliser le public à ce que c'est que cette démarche-là. Alors, nos usages du numérique interrogés par les acteurs du numérique. Je reviendrai tout à l'heure sur votre profil, votre parcours, mais juste ces chiffres en cadrage. Le numérique, c'est 10% de l'électricité mondiale, 10%, et ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc 4% de la pollution générée le sont par le fait du numérique. Alors là-dedans, il faut bien sûr inclure à la fois la production d'appareils et aussi la consommation de flux, de réseaux, les réseaux sociaux, le téléphone, Internet, la télé bien sûr. Et en comparaison, donc 4% des gaz à effet de serre pour le numérique, l'aérien c'est 2,5%. Donc on a souvent tendance à taper sur l'aérien, sur les avions. C'est 2,5% des gaz à effet de serre. Le numérique, c'est 4%. Donc voilà les données de cadrage. Ils alertent. Il y a même un bouquin qui vient de sortir à destination plutôt des adolescents, du jeune public. Cliquer, c'est polluer, par un collectif d'auteurs. J'imagine que vous l'avez vu, ce livre. Alors j'ai vu passer, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Qui vient de sortir au mois d'avril. Donc j'ai tiré des données de cet ouvrage. Évidemment, les adolescents sont les premiers visés mais pas seulement. Nous tous, nous nous interrogeons. Comment vous êtes aperçu de ça? Le fait qu'en étant sur l'ordi, le téléphone, les usages, comment vous, personnellement, vous avez perçu ça? En fait, au niveau du numérique, c'est toujours assez compliqué de voir quel est son impact réel parce que ça fait très immatériel. Le web, c'est pas quelque chose de palpable. Donc derrière, on a tendance à oublier en fait tous ces impacts, effectivement. Et en fait, je me suis rendu compte de ces impacts en allant regarder ce qu'il y avait dans le numérique, c'est-à-dire il y a des ressources minières, c'est-à-dire des métaux, il y a de la consommation d'énergie, et puis à la fabrication, il y a aussi beaucoup de consommation d'eau. Et ces ressources-là, lorsqu'on fait le lien avec le fait que ce sont des ressources limitées, c'est-à-dire notamment les métaux qui sont des stocks limités, ça pose la question de nous qui sommes en train de tout numériser, où est-ce qu'on va? Et surtout, dans quelques années, est-ce que ce sera encore possible de continuer sur cette lancée du numérique alors qu'on a des stocks de métaux finis? Ça a été vraiment un point de questionnement pour moi qui m'a poussé en tout cas vers cette réflexion, notamment parce que étant né, ou en tout cas dans... Oui, vous êtes digital native, voilà, comme on dit. C'est ça, j'ai vu en tout cas le numérique arriver vers 6-7 ans. C'était absurde pour moi de penser que potentiellement au cours de ma vie ou peut-être juste la génération d'après, on pourrait voir une fin peut-être du numérique, notamment à cause de ces stocks qui sont finis en fait de ressources. Et ça, c'était absurde pour moi d'imaginer ça. D'accord, c'est votre prise de conscience. Et un mot sur votre parcours, avant qu'on parle de votre parcours, c'est arrivé vers quel âge cette prise de conscience? C'est arrivé assez tard en fait. C'est arrivé pendant mon doctorat. Justement, j'ai fait un doctorat en microélectronique et j'ai commencé à me rendre compte un petit peu, à entendre ces questionnements sur l'environnement dans sa globalité, sur les ressources, sur les limites planétaires.
j'ai pas forcément vu ça du point de vue du numérique tout de suite, mais ça s'est rattaché forcément à mon milieu de recherche où justement on fabriquait des outils pour la microélectronique et derrière on a consommé énormément de ressources. Donc le lien s'est fait petit à petit comme ça. Un mot, Camille Juste Morellet, sur votre parcours. Donc, vous êtes ingénieur chimiste, enfin plutôt à dominante chimiste à l'école CPE Lyon, l'école chimie physique et électronique de Lyon. Vous avez ensuite poursuivi vos études avec un doctorat, vous venez de le dire, en microélectronique de puissance, c'est-à-dire tout ce qui transforme l'énergie en puissance ou tout ce qui transforme à partir de la chimie en électricité. C'est ça? C'est ça. Je travaillais sur tout ce qui convertit l'énergie mécanique, donc le fait d'appuyer sur une surface, par exemple, en impulsion électrique. Comment est-ce qu'on transforme ça? Et alors, pour le plaisir, je cite le nom ou l'intitulé de votre thèse. Synthèse et optimisation de nanophiles d'oxyde de zinc pour la fabrication industrielle de nanogénérateurs piézoélectriques. Donc, en fait, vous êtes dans la micro, infime batterie. C'est un domaine passionnant, en pleine explosion. Et question simple, pourquoi vous quittez ce domaine-là et pourquoi vous lancez un peu dans l'activisme, même si c'est peut-être pas le terme qui vous convient? Alors moi, ça m'a toujours passionné en fait. Les nouvelles technologies, les sciences, en tout cas la science qu'il y a derrière, ça m'a toujours passionné. Simplement en rentrant dans ce milieu, en creusant ça et puis en me projetant sur est-ce que j'en ferais mon métier, il y a un moment où j'avançais dans cette direction et à côté, je me rendais compte des enjeux environnementaux, je creusais le sujet justement des ressources, de la manière dont on les exploitait, de la manière dont on fabrique, on jette, on recycle plus ou moins. Et il est venu un moment où mes valeurs environnementales et de travail n'étaient plus du tout en accord avec avoir un métier de fabrication non raisonnée, du moins, de nouvelles technologies, en fait, à tout va. Et c'est là où je me suis dit, mais je ne me vois pas continuer à creuser le problème environnemental. Je me vois essayer de faire émerger ou de participer à un mouvement qui essaie de faire émerger une solution ou une attitude, en tout cas, vis-à-vis de ces enjeux environnementaux et sociaux actuels. D'où le mouvement low-tech. Alors, en quelques mots, le mouvement low-tech, c'est plutôt des gens comme vous, c'est-à-dire des geeks ou des digital natives ou des jeunes de la génération Z. Moi, pour vous, je suis un boomer, malheureusement, ou les enfants des boomers. Comment vous prenez conscience de ce mouvement qui commence à naître? Vous disiez tout à l'heure Concarneau, en Bretagne, mais il y a aussi Paris, Poitiers, Tours, peut-être bientôt Orléans. Alors, je ne suis pas si jeune que ça, je suis de la génération Y, donc c'est un cran au-dessus. En fait, je dirais que ça a été... ce mouvement, effectivement, cette prise de conscience, c'est essentiellement... Alors, on retrouve beaucoup, en fait, de milieux ingénieurs qui ont une perte de sens un petit peu du métier d'ingénieur, où il n'est pas rare qu'on travaille dans les entreprises à la performance, soit économique, soit performance en termes de high-tech, mais on perd quelque part une notion de rattachement à la réalité et justement à ces questions environnementales. Donc il y a eu une perte de sens vers 2018 dans le milieu ingénieur, qui a donné lieu au mouvement pour un réveil écologique, qui a donné lieu à un manifeste pour un réveil écologique qui a été rédigé par des étudiants, des jeunes diplômés, et où il y a eu plus de 32 000 signataires. Ça a été un petit peu, pour moi aussi, une manière de voir que je n'étais pas la seule à avoir cette perte de sens dans mon métier. Alors, il n'y a pas que des ingés, il y a aussi d'autres métiers qui nous rejoignent. Mais c'est vrai qu'au milieu des ingénieurs, en tout cas, c'est quelque chose qui a fait sens de se dire où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on travaille ces technologies, pourquoi on travaille ces techniques, autres que pour de la performance d'entreprise, qui est intéressant, mais il manquait vraiment ce pilier environnemental et ce côté, on va vers une contrainte environnementale qui est là, qu'on ne peut plus nier aujourd'hui, et comment est-ce qu'on y répond aussi pour une société en fait, qui soit plus durable dans le temps. Alors, quel impact environnemental le numérique sur notre planète, sur nos vies, sur notre santé? Il y a ce chiffre sur une année, chaque usager de réseaux sociaux, chaque usager dans les usages moyens, consomme en moyenne autant qu'une voiture qui roule 900 à 1000 km. Donc ça veut dire qu'une voiture thermique qui pollue pendant 1000 km, c'est un usager de réseau social ou réseaux sociaux par an dans l'année. C'est énorme. C'est énorme. On s'en rend pas compte. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, et notamment
lorsqu'on achète un ordinateur portable de 2 kg, il a fallu 800 kg de ressources, donc métaux, eau, énergie, pour juste le fabriquer en fait. De l'extraction des matières premières à la fabrication jusqu'à l'usage, et ensuite la fin de vie n'est pas toujours gérée, donc c'est un peu flou de ce côté-là. Mais en tout cas, rien que pour à l'achat, on sait déjà qu'il a fallu 800 kg de ressources pour justement faire cet ordinateur de juste 2 kg. Donc juste ça, c'est énorme. Alors là, on est sur ce village, là je vois au fond le camion du food truck avec des start-upers, des investisseurs passionnés qui nous regardent et qui disent « mais comment on fait? Quelle solution ?» Alors, le grand mot et le gros mot, c'est sobriété. C'est-à-dire que pour réduire son impact, avant tout, là où on n'a pas besoin de solutions numériques, et ça vaut d'ailleurs pour d'autres thématiques, là c'est parce que c'est le numérique, là où on n'en a pas besoin, c'est pas la peine de les mettre parce que ça fait bien, parce que c'est une nouvelle technologie ou que ça apporte une image. Ensuite, finalement, c'est travailler sur de la réparabilité, de l'économie d'énergie. On fait des technologies aujourd'hui qui sont de moins en moins consommatrices d'énergie, mais pour autant, on en remet partout plus parce qu'elles consomment peu. Et donc, l'effet global de consommation énergétique reste énorme. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, finalement, travailler sur du numérique plus sobre, c'est ne pas racheter du neuf, c'est travailler sur peut-être standardiser des composants pour qu'on puisse réparer plus facilement en fait nos outils. Et puis, on n'a peut-être pas tous besoin des mêmes outils. Je pense notamment, la plupart d'entre nous avons un ordinateur portable. On n'utilise pas tous notre ordinateur portable de la même façon. Pour autant, on en a souvent un qui est quand même plutôt efficace et qui est un peu, j'appelle ça un peu une machine de guerre. Quand on fait du PowerPoint ou juste du web, est-ce qu'on a besoin du même ordinateur portable aussi puissant que quelqu'un qui va faire de la conception, qui va vraiment faire de la création numérique derrière? D'adapter sa pratique à ses usages, à ses outils. Là, par exemple, l'actualité, c'est l'Europe qui vient de définir un standard unique pour les chargeurs de téléphone. Un téléphone, on est aussi dans le numérique, puisque maintenant chacun a un smartphone quasiment. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que c'est pas encore assez? Alors, c'est jamais assez. Les éco-gestes et ce genre de prise de position, effectivement, de standardisation, c'est intéressant, ça va dans le bon sens. Mais la question qu'il faut se poser en fait à chaque action, à chaque choix qu'on va faire, c'est la question du besoin. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Comment est-ce que je réponds à un besoin que je me pose? Alors, si je sors juste du numérique quelques minutes, lorsqu'on travaille dans un bureau, si on a froid, si nos collaborateurs ont froid, ils ont besoin du coup d'être dans un confort thermique. Avant même de se dire je vais mettre en place, peut-être je vais isoler mon bâtiment ou je vais mettre en place un chauffage d'appoint ou monter le chauffage, supprimer ce besoin, c'est un peu leur dire est-ce que mettre un pull en hiver, c'est pas déjà une solution en soi en fait. Donc c'est ce mode de pensée qui se passe derrière les low-tech. Aller jusqu'à ce mode de pensée, d'aller vraiment questionner le besoin aussi loin que ça. Et ensuite, quand on va sur des solutions qui sont organisationnelles, techniques ou technologiques, comment est-ce qu'on les travaille pour qu'elles soient utiles, qu'elles répondent vraiment à un besoin, pour qu'elles soient durables, c'est-à-dire durables dans le temps, réparables, peu consommatrices de ressources, peu consommatrices d'énergie, et puis accessibles au plus grand nombre, donc en termes financiers, mais aussi en termes de savoir-faire ou de savoir tout court en fait. Par rapport à ça, juste une question, et peut-être que c'est une question qui traverse tout le mouvement low-tech. Par rapport à la décroissance, est-ce que vous êtes décroissant? Alors, je reprendrai une citation de Philip Biwix, qui est ingénieur qui a travaillé sur la finitude de ressources minières liées à la question de l'énergie et qui a sorti, nous, un petit peu la Bible des low-tech dans le milieu low-tech. Il dit que la question, elle n'est pas entre croissance et décroissance, elle est entre décroissance subie et décroissance choisie. Aujourd'hui, on sait qu'on est sur des stocks qui sont fixes. On a dépassé, il me semble que la 6e limite planétaire sur les 9 vient d'être dépassée. L'idée des limites planétaires, c'est de savoir que derrière ça, en les dépassant, on a des changements brutaux de notre environnement qui vont être irréversibles et qu'en tant que société humaine, ça va être compliqué d'y survivre tout court. Donc la décroissance, elle va nous être contrainte à un moment. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on souhaite décroître. Est-ce qu'on souhaite subir de plein fouet ça, ou est-ce qu'on souhaite décroître intelligemment, sans revenir à la bougie pour autant, parce que c'est pas le but non plus.
Donc si je comprends bien, vous êtes plutôt une décroissance par choix. C'est ça. Une décroissante par choix, une décroissance de choix. C'est ça. Alors, on a défini un peu le cadre et ce que vous embarquez dans ce mouvement low-tech. Maintenant, ce que vous faites dans la low-tech, en quoi consiste une association qui s'occupe de low-tech? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, au sein du Low-Tech Touraine, on a deux grandes missions. On a une première mission qui est de sensibiliser les citoyens à ce que c'est que cette démarche low-tech. Donc, je le disais, questionner le besoin. Comment est-ce qu'on y répond de manière humainement soutenable et dans les limites planétaires? Et puis, notre deuxième mission, c'est aussi d'aider les citoyens à se réapproprier des savoir-faire, une certaine autonomie. En fait, prendre des outils. Donc, on propose des stands de sensibilisation. On propose ici des ateliers de fabrication et des chantiers participatifs. Notamment, ça peut aller alors du choix très caricatural des toilettes sèches jusqu'au chauffe-eau solaire thermique. Alors, quel rapport avec le numérique, les toilettes sèches ou le chauffe-eau thermique? En fait, est-ce qu'ils sont connectés? Alors, non, rien n'est connecté dans ces cas-là. L'idée, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on se réapproprie une certaine autonomie dans notre quotidien. Parce que les low-tech, c'est vraiment... le numérique, c'est un sujet à l'intérieur de la thématique low-tech, mais en fait, on traite l'énergie, la nourriture, l'habitat, l'eau, etc. Maintenant, du côté plus low-tech, je prendrai en exemple un rédacteur de magazine qui s'appelle le Low-Tech Magazine, donc il s'appelle Chris De Decker. Lui, il a poussé justement les low-tech côté numérique. Il a un site web sur lequel il rédige ses blogs. Qui s'appelle Low-Tech Magazine. D'accord. Voilà, il fait du contenu pour le coup sur la thématique. Et son site, il est alimenté par un panneau solaire, donc de 50 watts crête, avec une petite batterie de 12 volts. Donc une batterie assez solide, mais voilà, qu'il a chez lui. Et en fait, il a mis en place ça pour héberger son site. Et son site, quand il n'y a pas de soleil, il marche sur batterie pendant 2 jours. Mais s'il n'y a pas de soleil pendant plus de 2 jours, le site s'éteint. Et ça pose la question de est-ce que c'est grave si un site de contenu comme le sien est éteint en fait un certain nombre de jours dans l'année. Alors il a dimensionné ses outils pour que son site fonctionne 90% du temps, mais ça pose un petit peu la question, 35 jours par an, son site n'est pas en ligne. Est-ce que c'est grave? Il a associé de la pédagogie où derrière, les personnes qui viennent sur son site savent que quand il reste tant de batterie, ou voilà la météo pour les jours à venir si vous voulez revenir consulter le site. En tout cas, il re-questionne un peu ces usages-là du numérique finalement. D'accord. Et donc, par exemple, est-ce que ce site-là ou ce blog-là, enfin ce site d'information, a pu calculer son nombre de jours d'arrêt dans l'année ou... Oui, alors ils sont à plus ou moins 35 jours par an. Ce qui finalement n'est pas énorme pour un site où on ne va pas tous les jours sur ce site pour autant. Ouais. D'accord. Donc Low-Tech Magazine a un site web à consulter. Alors, donc, dans cette association, vous êtes une trentaine. Vous faites des toilettes sèches en chantier participatif, j'ai bien compris, des chauffe-air, des fours solaires peut-être. Oui, effectivement, des fours solaires. On construit aussi, par exemple, des habitats légers. Là, on a fait une yourte. Je pense que tout le monde voit à peu près à quoi ressemble une yourte. Nous, on l'a faite en bambou et elle a l'intérêt qu'elle est flexible. Donc, en fait, on peut la fermer, la ranger et puis la ressortir. Elle fait la taille de vos stands, là, par exemple. On peut en faire des plus grandes, on peut en faire des plus petites. Et c'est essentiellement du bambou et de la ficelle. D'accord. Donc ça, c'est pour des usages, on va dire, sur nos modes de vie ou notre vie quotidienne hors numérique. Et dans le numérique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez, par exemple, comme ça s'est développé il y a 15 ans, plus d'utilisation des logiciels libres parce qu'ils sont moins consommateurs? Est-ce que vous prenez l'ordinateur recyclé, comme ça existe ici? Je sais qu'il y a une association qui recycle des ordinateurs de manière massive dans l'Orléanais. Est-ce que c'est ça aussi? Quel est votre lien avec l'outil numérique? Alors vis-à-vis de l'outil numérique, effectivement, nous, on est plutôt sur l'outil libre. Donc effectivement, on est en train d'essayer de se décaler petit à petit, rien qu'avec nos outils de discussion avec nos membres. On commence. Alors nous, on a Facebook. On essaie un petit peu petit à petit de commencer à questionner ces questions. Comment est-ce qu'on se recule des GAFAM, d'utilisation de Google, etc. En tout cas, c'est plus des questions qu'on apporte pour l'instant dans la discussion. On regarde aussi pour recycler des batteries
des batteries d'ordinateur. Les cellules, lorsqu'une batterie d'ordinateur ne marche plus, en fait, elle est composée d'un certain nombre de cellules et dont certaines marchent encore. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on les récupère pour refaire des batteries d'appoint pour d'autres utilisations. Ça peut être aussi en termes d'accès libre, en fait, n'importe quelle technologie pour le coup qu'on va fabriquer. L'idée, c'est de venir mettre les plans en ligne. Donc, c'est sur le site du Low-Tech Lab, donc l'antenne un peu plus nationale. Ils ont fait un site de tutoriels où on peut venir déposer ces tutoriels en accès libre, qui puissent être repris, retravaillés. Si quelqu'un derrière veut, pourquoi pas, prendre un tutoriel low-tech et puis se dire en fait moi je vais monter peut-être une entreprise dessus parce que ça fait sens pour moi. C'est en accès libre en fait, il y a les droits d'auteur, mais l'idée c'est aussi ça, c'est le partage de connaissances. Donc on a ce lien au numérique dans ce sens-là pour l'instant. Et je reviens à l'exemple de la batterie puisque vous êtes une spécialiste de la batterie. Je rappelle que vous êtes docteur en chimie et que vous avez travaillé sur les les nano-générateurs d'énergie. Est-ce qu'on peut vraiment recycler les batteries? Est-ce que c'est fait? Est-ce que ça existe déjà? Ou est-ce qu'on pourra le faire demain et à quelle échéance? Alors, ça se fait. Alors, je ne pourrais pas vous dire si ça se fait à l'échelle d'une entreprise, pour le coup, mais c'est totalement possible de recycler effectivement ces batteries, notamment d'ordinateurs portables. Qui sont généralement le point faible des ordinateurs. C'est ça. Dans beaucoup de cas. Et effectivement, il y a le disque dur, le clavier quand on a un peu mis d'eau ou de thé dessus, et la batterie. Et il suffit qu'une seule de ces cellules dans une batterie en fait, ne fonctionne plus pour que l'ensemble de la batterie ne marche plus. Donc c'est là l'intérêt de se dire, mais non, une batterie, c'est combien de cellules en général? Alors, une batterie d'ordinateur 3, 4 Je crois qu'il y en a 6 ou 8 par là. Donc ça fait quand même un certain nombre de cellules à récupérer derrière. Il y a des outils aujourd'hui, alors j'ai pas les noms en tête, mais qui existent pour justement récupérer ces batteries et puis voir aussi à combien fonctionnent encore ces batteries-là, qu'est-ce qui reste et comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Donc il y a des tutoriels en ligne notamment pour retravailler ça. Très bien. Merci. Donc recyclerie en cours aussi. Vous me disiez, vous aimeriez vous lancer dans une recyclerie, alors pas d'ordinateur ou de batterie, mais au-delà. Alors effectivement, au sein de l'association, on est en train de mettre en place une plateforme de réemploi, donc essentiellement de bois, issus de la déconstruction du bâtiment. On a des gisements qui sont énormes sur le territoire, pas forcément fléchés en termes de recyclage, de réemploi derrière. Et nous, ce qu'on souhaite proposer, en tout cas à l'expérimentation aujourd'hui sur le lieu où on est, c'est une plateforme où on récupère les dons. Des dons en fait d'artisans, de particuliers qui ont des déchets bois qui sont encore tout à fait intéressants à utiliser. Donc soit pour nos ateliers, soit aussi pour les particuliers pour pouvoir s'approvisionner en fait en bois à moindre coût qui est de seconde main et qui n'est pas pour autant de moins bonne qualité. Oui, parce que là il y a un contexte législatif et réglementaire qui s'installe pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la loi AGEC qui oblige les artisans à s'occuper, en tout cas à réfléchir au recyclage des matériaux, des déchets du bâtiment, avec des échéances. Là, par exemple, au 1er janvier prochain, quand ils vont acheter des matériaux, les artisans, ils vont devoir payer une éco-contribution, comme ça existe déjà quand on achète un téléphone ou une télé, un frigo ou un ordinateur. Et donc ça va financer tout un système de recyclage. Et ça, vous voulez vous inscrire là-dedans ou pas ? En fait, cette plateforme de réemploi pour l'association, elle a pour but d'avoir un modèle, une source de revenus pour pouvoir créer des emplois qui sont pérennes dans l'association, parce qu'aujourd'hui, on est tous bénévoles. Et puis surtout aussi, c'est un moyen d'avoir des matériaux pour les ateliers et surtout de proposer des ateliers en fait à prix libre aux adhérents, parce que l'idée c'est de pouvoir accepter tout type de public, qu'on ait de quoi se payer un atelier ou pas. L'idée c'est vraiment de pouvoir proposer à tout le monde de se réapproprier un peu d'autonomie ou des savoir-faire ou juste en fait d'échanger sur la question low-tech. Voilà, si vous avez des questions à poser à Camille Justo-Morellet sur l'association Low-Tech, ce mouvement Low-Tech qui prône donc un usage sobre du numérique avec des usages mesurés, choisis. N'hésitez pas, elle est là à votre disposition. Pour l'instant, Low-Tech est représenté, donc, qui est né à Concarneau en Bretagne, est représenté à Poitiers, à Tours, à Paris. Pour l'instant, il n'y a pas d'antenne à Orléans, mais on imagine que ça ne saurait tarder.
Voilà, peut-être une dernière question, parce que là, je vois que le Food Truck, le concours de start-up monopolise et mobilise toute l'attention. Une dernière question. En fait, on a beaucoup parlé de votre association. Vous étiez lancé dans cette activité de chercheur sur les micro-batteries. Du coup, maintenant, vous faites quoi? Votre métier, c'est quoi? De quoi vivez-vous, Camille? Alors, j'ai monté en 2021 mon entreprise qui s'appelle Nectar et je fais aussi de la low-tech. Alors, cette fois, sur un format de sensibilisation ou de conférence. En fait, je fais des conférences, je fais des ateliers d'intelligence collective pour vraiment que les entreprises, que les collectivités ou que les étudiants d'école du supérieur puissent s'approprier cette démarche. Parce que cette démarche, elle touche énormément de domaines et finalement, c'est en comprenant ces démarches, en se l'appropriant, qu'on peut vraiment se l'approprier pour son domaine d'activité, son métier. Donc moi, vraiment, c'est des conférences, des ateliers de sensibilisation et d'intelligence collective pour qu'à un moment, ce métier, on n'ait plus besoin de moi, que tout le monde soit sensibilisé et que je puisse plutôt proposer de l'accompagnement aux personnes, aux structures pour vraiment mettre en place des projets à impact positif. Alors, question naïve peut-être, mais quand vous proposez cette solution aux entreprises du numérique, justement, comment vous appréhendez ce secteur et comment on vous reçoit? Enfin, quel accueil recevez-vous? Alors, c'est pas toujours évident, effectivement, parce que même là, aujourd'hui, venir et avoir un discours complètement à contre-courant en fait, de la tendance de la société actuelle, c'est toujours un peu délicat. Ouais, vous êtes la contre-culture du numérique. C'est ça. Après, souvent, on vient me chercher parce qu'il y a quand même de la curiosité dans ces domaines-là. Et je pense que la meilleure approche, outre l'impact du numérique qui est là, qui est réel et qu'on ne doit pas nier, l'approche la plus intéressante, c'est de se rendre compte que le numérique, c'est une ressource non renouvelable. Du fait qu'elle soit limitée, qu'elle soit très consommatrice de métaux et qu'on ait des stocks aujourd'hui fixes, ça pose la question de l'avenir, en fait, de la pérennité du numérique dans le temps. Et ça amène à ces questions, ça amène assez facilement à des questions de comment on traduit la sobriété dans le numérique. Est-ce qu'on est obligé de mettre du numérique partout? Est-ce qu'on doit mettre du numérique partout? Finalement, ça amène aussi ces questionnements assez facilement et assez logiquement aussi pour ces domaines d'activité. Et comment, je pense notamment, je reviens aux adolescents, j'ai commencé cette présentation avec les adolescents qui sont des consommateurs dès le plus jeune âge. On voit souvent des enfants avec des téléphones dans les mains dans des restaurants pour les faire patienter. Voilà. Ils vont vivre avec ça, ils vont se développer, ils vont avoir... Qu'est-ce que vous prônez, par exemple, au niveau éducation, en pédagogie? Est-ce qu'il faudrait apprendre la low-tech, les gestes de sobriété dès le début de la vie d'un enfant? Alors, je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour parler éducation des enfants. Enfin, en tout cas, j'en ai pas actuellement. Mais je dirais qu'effectivement, intégrer cette démarche-là dans l'école, en fait, dès le plus jeune âge, ça permet juste de montrer aussi l'envers du décor de l'impact en fait, du numérique. Aujourd'hui, je trouve que le plus intéressant, c'est d'être au courant de toutes les options qu'on a, ou qu'on n'a pas en tout cas, mais d'être capable de parler aussi bien de nouvelles technologies, aussi bien d'avancées technologiques, que du progrès aussi sous le côté low-tech ou sous de la sobriété, de la résilience. Parce qu'aujourd'hui, le progrès est associé essentiellement à la high-tech. Est-ce que demain, le progrès, c'est pas être capable de mélanger des savoirs anciens qui ont été perdus avec des savoirs modernes pour juste avoir une société plus pérenne en fait? Merci beaucoup Camille Justo-Morellet. Merci à vous donc pour cette présentation.